Tiers livre, atelier d'écriture, cycle qui s'appelle Vie, visage, situation, personnage. C'est beaucoup, bah oui, parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors, vous savez que l'idée que je poursuis, même si là on est dans le cycle en temps réel, c'est de pouvoir constituer des séries de propositions que chacun puisse reprendre plus tard à son rythme, librement ou en dialogue avec moi, mais constituer une espèce d'arborescence. Donc on ne travaille pas seulement sur cette question-là du cycle en cours, mais de fabriquer des sortes de dépôts, de chemins. Ce qui veut dire que quoi que ce soit qui se passe de formidable dans le blog, et on est tout début février, on est parti pour tenir jusqu'à fin avril pour avoir cette quinzaine de propositions. Évidemment, chacun son rythme, il n'y a rien qui vous presse. Et moi, en même temps, la possibilité d'avoir plusieurs sentiers qui bifurquent ou des sentiers parallèles. C'est-à-dire la 1, la 2, je crois qu'elles étaient vraiment importantes. La 3 et la 4, c'est une piste. Pas facile, mais qu'est-ce que ça rend quand on s'égare ensemble sur des choses pas prévues. Et avec cette proposition 5 que j'intitule fièrement « Dialogue à un seul qui parle », la possibilité de l'amorcer, même si vous n'avez pas encore fait la 3 et la 4, et cheminer tranquillement, en prenant là. C'est une proposition autonome. De quoi il s'agit ? Charles Julier. Charles Julier, c'est une lecture obligatoire. Vous connaissez ce livre qui s'appelle Lambeau, qui est tellement essentiel, à partir duquel on a déjà eu plusieurs fois des propositions d'écriture. Bah oui, justement, vous voyez, vous pouvez gicler d'un cycle à un autre, faire votre chemin à vous, pour ce qui ça vous concerne. Comment définir Charles Julier, indépendamment du respect, de l'amitié, fraternité, ce serait peut-être trop, mais quand même quelque chose qui soude l'ensemble de ses lecteurs à cette figure très silencieuse, mais constamment amicale. Je ne reviens pas sur la biographie. Il me semble important par contre de parler, là j'en ai sorti 3, mais j'en ai d'autres. Ténèbres en terre froide, ténèbres au pluriel, journal 1, 1957-1964. 14 ans de journal, mais publié par Paul Tchaikovsky-Laurence pour la première fois en 2000. C'est-à-dire un petit peu comme les notes de Bergogneau, mais ça n'a rien à voir. Quasiment 30 ans plus après les premières notes, ça devient une série continue qui, petit à petit, va rejoindre le temps présent. L'autre fin, journal 5, 1989-1992. Là, ça recoupe un petit peu ce dont on va parler. Et lui, Paul Tchaikovsky, l'a publié en 2003. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 10 ans d'écart. Et un des plus récents, ça s'appelle Apaisement, journal 7. 1997-2003, lui ayant été publié en 2013. Donc il doit y en avoir un autre depuis, non ? Vous êtes mieux renseigné que moi. Mais Apaisement, c'est une chose formidable. Tenez, au cas où, je vous prends Ténèbres en terre froide, journal 1, 1957. Il y a un tout petit préface en italique, qui est un texte aussi important, écrit en 1977, 20 ans après. 3 janvier, donc 3 janvier 1957, j'ai rencontré Jean C., un ancien camarade d'école. Il vient de passer 5 ans dans la marine. Il est en haillons, les yeux injectés de sang, une voix coupante, un visage dur et ravagé. Son père a refusé de le recevoir et il dort dans la cabine d'un camion mis en fourrière sur le champ de foire. Il m'a jeté en plein désarroi. Et qui recoupe en creux la vie aussi de Charles Julier, puisque vous savez qu'en tant qu'orphelin, ça va être le Prytanée militaire, et lui n'a pas pris évidemment cette carrière militaire, comme c'était prédéterminé, comme a fait le type dont il parle. Lui, il a choisi l'enfermement dans le silence, la possibilité de l'écriture. Voilà, on a posé le contexte. Alors un journal continue. Ça, pour moi, c'était important, ce crochet, parce que cette pratique-là, est-ce qu'il a une vie
aventureuse, chargée. Charles Juliet, c'est tout le contraire. C'est monter vers une source. C'est qu'est-ce qui se passe quand on veut écrire. C'est ce qu'on lit dans les journaux, le monde feutré à distance. C'est ces tout petites choses de face à face, comme là avec cet ancien copain d'école militaire et réduit à l'état d'épave, mais le désarroi intérieur est presque plus à écrire que la misère du type dans son camion. Il y a évidemment une grande pudeur dans ce travail de Charles Juliet. C'est là où s'inscrit le livre dont on va se servir. Rencontre avec Samuel Beckett. C'est pas un livre long. Et même à l'intérieur de ce livre court, 24 octobre 1968, 29 octobre 1973, 14 novembre 1975 et 11 novembre 1977. C'est-à-dire qu'on a 5 textes qui ont une date, donc qui participent de cette écriture réflexive qui est celle du journal, et qui donc sont simplement le flux de cette écriture quotidienne appelée à devenir journal 1, 2, 3, 4, 5, etc. Simplement, quand vous rencontrez ce gars dans son camion, qui a été avec vous à l'école militaire et qui la machine militaire au moment de la guerre d'Algérie, au moment de Dien Bien Phu, l'Indochine, ça il n'en parle même pas, mais probablement c'est l'Indochine derrière. Est-ce que tout d'un coup vous amenez « Ah, c'est bien, aujourd'hui c'est Samuel Beckett que j'ai rencontré ». Je crois que pour Charles Juliet, ce serait indécent, ce serait du blasphème, ou une sorte d'exhibition. Ça, c'est pas question. C'est-à-dire que à partir du moment où, 20 ans après, on commence à publier ce journal, eh bien, oui, c'est une question que j'oserais pas lui demander d'ailleurs entre quatre yeux, il y a des choses qu'on enlève. De la continuité du journal, les 4 rencontres avec Samuel Beckett sont retirées de ce qui va être publié. Par contre, prenez la date ici. Beckett est décédé, je m'en souviens, en novembre 1988. Le livre est publié en 1999. C'est-à-dire que 10 ans après la mort de Samuel Beckett, Charles Juliet reprend 4 rencontres écrites dans le fil, quasiment, probablement, le jour même ou le lendemain, en tout cas dans ce fil continu du journal, et puis, cette fois, s'autorise à les publier. Par contre, est-ce qu'on dit extrait non publié du journal ? Non, ça fait livre. Ça fait livre pourquoi ? Parce qu'on va s'expliquer avec cette intersection qui est évidemment si délicate, si funambule. L'homme et l'œuvre. C'est-à-dire, vous êtes fou de l'œuvre. Vous êtes fou, c'est pas la manière de Charles Juliet, c'est pas fou. Regardez, et tout à fait par hasard, j'avais parcouru une dizaine de lignes, des textes pour rien, que je n'avais pu lâcher ce livre et l'avais dévoré avec passion, que je m'étais ensuite jeté dans son œuvre, en avais été bouleversé, que j'avais lu et relu chacun de ses ouvrages, que ce qui m'avait le plus impressionné, c'était cet étrange silence qui règne dans les textes pour rien. C'est-à-dire que c'est le silence, et quiconque connaît un petit peu Charles, c'est en quoi, même aujourd'hui, même dans l'apaisement, le silence reste une de ses caractéristiques. C'est ça qui fait que l'œuvre de Beckett devient, pour lui, qui n'a encore rien publié, mais qui écrit, devient centrale. Il lui écrit. Une rencontre est prévue. Et ça, déjà, ça le surprend énormément. C'est-à-dire un type qui est un jeune étudiant à Lyon, qui n'a rien publié, mais qui se présente comme lecteur de Beckett, lui dit « Mais venez me voir ». Et lui, faire le voyage de Paris pour ça, eh bien, allons-y. Bon, ça va être un tout petit peu plus compliqué, au moment un peu avant la
Première rencontre, Beckett est malade, donc c'est Suzanne Beckett qui prend contact avec Charles Julier et lui dit s'il vous plaît un peu plus tard. En fait, il ne le rappelle pas, donc c'est lui qui réécrit, et il réécrit gentiment prendre des nouvelles de sa santé. Bon, il s'agissait d'un abcès au poumon. 24 octobre 1968, je sonne à l'interphone, il m'invite à monter. Quand je sors de l'ascenseur, vous savez, il habitait juste en face de la maison de la santé. Je disais récemment que une des choses de Beckett, même très vieux, c'était il avait appris plus ou moins une sorte de langage morse des signes parce qu'il échangeait avec un type en cellule là-bas qu'il n'avait jamais connu plus, mais le soir, il y avait un petit échange. Genre sémaphore, l'autre savait sans doute certainement pas que c'était Beckett qui faisait ça de la fenêtre en face. Quand je sors de l'ascenseur, je me heurte presque à lui. Vous voyez déjà la proximité des corps. Il m'attendait sur le palier. Nous pénétrons dans son bureau. Je prends place sur un petit canapé en face de sa table de travail, tandis qu'il s'assoit sur un tabouret de biais par rapport à moi. Franchement, vous attendez des choses sur Beckett ? Qu'est-ce que vous en avez à foutre que devant sa table, il y ait un petit canapé, puis que lui s'assied sur un tabouret, en face le canapé. Vous n'en avez rien à foutre ? Goodbye. Cet atelier n'est pas pour vous. Mais je suis sûr que vous allez continuer quand même. Eh bien, précisément, c'est quoi ce vis-à-vis ? Vous laissez le canapé, vous vous mettez sur le tabouret. Déjà, toute cette balance, tout ce déséquilibre des corps. Il a déjà adopté la position qui lui est familière lorsqu'assis, il demeure inoccupé. Une jambe enroulée autour de l'autre, le menton dans une main, le dos courbé, les yeux fixant le sol. Paf ! Plus tard, vous aurez aussi autre chose. C'est-à-dire que là, ils seront à la brasserie des Lilas, face à face, ou le clos des Lilas, je ne sais plus quoi, en face machin. Vous savez, il y a des plaques avec les noms d'écrivains sur les tables, mais c'est tout près de chez Beckett, la closerie des Lilas. Ils sont face à face. Quand Charles Julier parle, donc il parle. C'est ça qu'on va voir. Beckett le regarde intensément dans les yeux, et pensez qu'avec l'écart d'âge et tout ça, c'est un peu troublant. Et puis, il va se détourner et quelquefois reste silencieux pendant 1 minute, 2 minutes complètes. Et là, l'interlocuteur, donc Charles, pour lui, c'est terrible. Est-ce que je dois relancer ? Est-ce que je dois changer de sujet ? Et puis, alors que le silence se prolonge, cet homme qui est face à lui, mais regarde ailleurs, se tourne complètement à la perpendiculaire et fait sa réponse, non pas pour lui, Charles Julier, mais eux à la perpendiculaire. Et là, tout d'un coup, vous avez Beckett qui va surgir dans cette relation du corps à la parole, du surgissement de la parole, et on est tout près de cette interrogation de l'écrit, qui là nous renseigne sur l'œuvre. Est-ce qu'on cherche à être renseigné sur l'œuvre ? Par exemple, ce statut même de Charles Julier. Première rencontre, il est étudiant, il n'a rien publié et se pose comme lecteur. Deuxième rencontre, on est en 1969. Il s'est passé quoi ? Beckett a eu le prix Nobel. Vous savez qu'il est un des seuls récipiendaires du prix. Il n'est pas allé le chercher. C'est Jérôme Lindon qui est allé et qui a remercié. Et Beckett a demandé à ce que le montant du prix, et c'est pourtant considérable, même quand on a, en attendant Godot, qui depuis 1954 n'a jamais cessé d'être joué n'importe où au monde, tous les soirs. Il avait quoi ? Il avait un petit cabanon vers Mareil-sur-Maude, ou je sais pas quoi, dans le sud bout de l'île de France, et puis une vieille 2 chevaux orange. Et bien le montant du prix Nobel, il demande à ce qu'il soit versé à l'UNESCO. Il n'y a pas de précédent, il n'y a jamais eu personne d'autre après lui qui ait fait ça. On est le 29 octobre 1973. Presque 5 ans ont passé. Mais 1 an après la première rencontre, Beckett, donc, qui était quasiment totalement inconnu, a eu, en 1969, le prix Nobel. Et alors, c'est marrant même comment Charles Julier lui en parle. À l'automne, comme je m'apprêtais à lui écrire, le prix Nobel lui fut décerné. Des admirateurs, des universitaires, de vieilles connaissances, d'anciens camarades de lycée, d'université, des membres de sa famille affluèrent de France, d'Angleterre, d'Irlande, voire des États-Unis. Beckett fut submergé. Un jour, il confia même à Bram Van Velde, on va en parler, que son appartement était devenu un véritable bordel. Donc Charles Julier s'abstient, se retient.
En même temps, il va commencer, lui, à publier. Il va publier quoi? Un premier essai sur la peinture de Bram van Velde. Par ailleurs, ami de Beckett, vous connaissez tous cette anecdote. Bram et Beckett se retrouvent très souvent en fin d'après-midi à la coupole à Montparnasse. Ils sont là, sur le trottoir, prennent une bière, 2 bières, 3 bières. Il n'y a pas un mot d'échanger. Il y a une personne entière et complètement dans ce silence. Et puis, au moment de partir, Bram et Beckett se lèvent. Et Bram dit à Beckett, « C'était bien aujourd'hui. » Mais là, vous voyez, j'ai glissé dans l'anecdote. Est-ce qu'elle est intéressante? Probablement pas. Mais ce contexte, par micro-petite pièce qui ne signifie pas, précisément, laisse la liberté. Qu'est-ce qu'il fait les autres heures? Qu'est-ce qu'il fait? Charles Julier envoie son livre à Beckett. Et Beckett, prix Nobel, lui dit, mais venez qu'on en parle. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il lui dit, mais enfin, en tout cas, lui propose une seconde visite. Et là, c'est là où on les verra à la closerie des Lilas. Par exemple, il y a une veste, un pull de laine sous la veste, et puis le pull de laine est usé, râpé, à l'endroit où il dépasse de la veste. Ça, c'est filoche. Eh bien, ça, c'est ce que va noter Charles Julier. Alors, allons-y dans l'exercice. Lui, il y a 5 rencontres avec Samuel Beckett. 4, je ne me rappelle même plus. 68, 73, 75, la 3. Alors lui, il y a 4 rencontres avec Samuel Beckett. C'est des rencontres brèves. C'est des rencontres où Charles Julier n'est pas dans l'environnement de Samuel Beckett, un personnage principal, comme pourrait l'être par exemple Jérôme Lindon. Mais ce qui est intéressant, c'est le parti pris. C'est-à-dire, comme il s'agit du journal, c'est pour ça que je reviens à cette contextualisation. Charles Julier n'écrit pas de dialogue. Il ne dit pas ce qu'il dit, lui, à Beckett. Ou alors si, il le dit, et vous verrez dans les petits extraits, mais en style indirect. Nous parlons longuement de Bram. Il me demande comment il va, s'il travaille, ce qu'il a peint, s'il aime toujours marcher, s'il est toujours aussi silencieux. Donc là, c'est Beckett qui pose des questions, style indirect. Il observe avec regret qu'il ne se voit plus, mais je puis l'assurer que cela n'empêche pas Bram de souvent penser à lui. Donc on est postérieur, l'histoire des bières. Il me parle de la sœur de Bram, Jacoba, qui survit difficilement à Amsterdam, aux côtés d'un ami plus jeune qu'elle, mais qui est paralysé. Il me demande si Bram est au courant. Et avant que je lui réponde, avec un sourire empreint d'une visible affection, il poursuit. Non, il est en dehors de tout cela. C'est-à-dire que tout d'un coup, la phrase qui est dite, et c'est là le défi, et c'est pour ça que je tiens à ce que cet exercice, je le considère comme quelque chose de vital. Ce qui est important, peut-être c'est ce triangle, c'est-à-dire que c'est Bram van Velde, sa sœur qui vit à Amsterdam, et sa sœur qui vit avec un type plus jeune qu'elle, nous dit-on, lequel est en situation de handicap. En tant que tel, est-ce que ça nous concerne? Non. Par contre, Beckett le sait, mais Bram ne le sait pas. Et le témoin indirect, Charles Julier, qui lui échange avec Bram van Velde, puisqu'il sort de faire un essai avec lui, et que la partie journal, là encore, ce ne sera pas publié, mais il en fera, de façon parallèle à Beckett, cette rencontre avec Bram van Velde. La phrase de Beckett, elle est toute simple. Non, point, il est en dehors de tout cela. La réponse directe, la phrase en style direct, la phrase réellement prononcée là par Beckett, mais qui est débarrassée de tout problème d'information, de toute logique informative, énonciative, c'est ce qu'il a fait avant. Il me parle de la sœur de Bram, il me demande si Bram est au courant, et avant que je lui réponde, mais c'est cette phrase qui, dans cette nudité, c'est elle qui flotte. Non, il est en dehors de tout cela. C'est-à-dire, comme elle est débarrassée de toute fonction énonciative, elle n'est plus qu'un rythme, et elle est une image-voix. Et elle est une image-voix que nous, on peut positionner par rapport à ce qu'on vient de nous dire sur la petite manche effilochée, par rapport à la jambe repliée sur un genou sur l'autre, et puis le corps qui se tient à l'oblique, mais qui vous regarde fixement, et précisément pour que ça glisse
à ce rapport corps-voix et le mystère ou l'énigme de la rencontre. Il faut le séparer de toute cette fonction informative, énonciative qui procède. Et c'est ça le système qu'on va retrouver en permanence dans ce petit bouquin. Charles Julier, style indirect. Je l'interroge sur sa vie, sur la manière dont pour lui les choses se sont passées. Réponse énonciative avec contenu, de Beckett. Indirect encore. Adolescent, il ne pensait pas devenir un écrivain. Ses études achevées, il s'engagea dans une carrière universitaire. Il fut d'abord lecteur de français à l'université de Dublin. C'est que Dublin avait un accord avec Normal Sup Ulm et que tous les ans, un étudiant était envoyé comme lecteur. Et 3 années de suite, on refusait ça à Beckett. Pourquoi ? Parce que, justement, non seulement il se taisait, mais il bégayait. Par contre, il y a le deuil de sa mère. Par contre, il y a toute cette période très sombre pour lui, très dépressive. En gros, c'est presque par protection qu'on l'envoie à Ulm. Et alors, il dort 45 rue d'Ulm, et puis la légende veut que pendant 1 an, en fait, il n'ait reçu qu'un seul étudiant. Et le témoignage de l'étudiant, en gros, ouais, j'allais souvent le voir, mais on buvait des bières, on ne se parlait pas. Par contre, c'est la période, vous savez, très compliquée, où il voit Joyce quasiment tous les jours. Il y a ce malentendu qui se crée avec Madame Joyce, qui croit que le Samuel est amoureux de leur fille, laquelle est ce qu'on dirait aujourd'hui un retard mental. Et alors que Beckett, en fait, accompagne Joyce, et que Joyce est content parce que dans ses promenades, lui, il n'a pas besoin de parler, Beckett n'a pas besoin de parler, donc ils s'entendent très fort. C'est le moment où, en même temps, Beckett fait partie, avec André Duboucher et d'autres, de ce collectif qui va traduire un seul chapitre du Finnegans Wake. Mais au moins, on aura tenté la transcription en français d'un petit morceau de Finnegans Wake. Et quand Madame Joyce comprend le malentendu, c'est la rupture violente entre Joyce et Beckett. Mais ça, on n'en parle pas là-dedans. Pendant 1 an, ne pouvant plus supporter cette vie, il s'est littéralement enfui jusqu'en Allemagne. Vous savez, il voyage en vélo jusqu'à Francfort, il a une cousine à Francfort. Et c'est de là-bas qu'il a envoyé sa lettre de démission. Tiré, phrase, là cette fois direct, je me suis très mal conduit. C'est-à-dire que la phrase là, je me suis très mal conduit, a enlevé, gommé tout ce que je viens de dire et que Charles Julier n'évoque pas du tout, mais en même temps, ce que lui travaille là, simplement, ce truc minimum, carrière universitaire, et puis que bien avant, qu'est-ce qu'il écrit à ce moment-là ? Cette étude sur Rimbaud, qui est formidable. C'est aussi qu'en 1937, alors que les premières études solides sur Proust, Deleuze, 1954, il y a ce travail de Beckett, là en anglais, sur Marcel Proust, qui est totalement lumineux. C'est-à-dire, si vous attendez à trouver des histoires de duchesse et de concierge, détrompez-vous. Proust, ce n'est pas ça. Il est le premier à le dire. Bon, vous verrez dans les extraits, c'est suffisamment clair. 75. Nous nous retrouvons à la closerie des Lilas, à nouveau sa gravité, sa concentration, sa présence à soi-même. À la racine du nez, des rides profondes, ses cheveux drus, courts, mal peignés, un visage modelé, mais on a travaillé, nous, déjà, sur le visage. Creusé, spiritualisé par la souffrance et la tension intérieure. Ça, c'est une sorte de poétisation de la part de Charles Julier, mais c'est pour son journal, c'est pas pour un livre. Et pourtant, une impression de jeunesse, de vitalité. Chaque fois que je le rencontre, ce qui me surprend tellement, c'est ce très singulier mélange de silence, de calme, de douleur, de passivité, de consentement, de vulnérabilité, ce qui, ordinairement, passe pour être leur contraire. Une énergie, une force que l'on sent exceptionnelle. Déjà, le silence s'est installé. Je ne sais comment engager le dialogue. Nous parlons longuement de Brahms. Il me pose plusieurs questions. Puis je l'interroge sur son travail. Donc la conversation est tenue à distance. Tiré. J'ai toujours quelque chose en train. Ça peut être long, mais ça se réduit de plus en plus. Et tout d'un coup, vous voyez encore cette phrase qui dit Beckett, c'est-à-dire toute la tension de Charles Julier, c'est d'en être le scribe le plus exact possible. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait directement pour le journal ? Non, on fait parce qu'il est question, justement, lui devient écrivain. Mais est-ce que ça signifie, dans cet abîme de silence, il y aura ce grand onde de choc de l'année de l'éveil, il y aura ce travail infernal qui conduira à Lambeau, mais écrivain, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, quand il rencontre avant le prix Nobel, ce type-là,
moi, c'était pareil. Je me rendais aux éditions de minuit le mardi à 15h exprès pour n'importe quel prétexte parce que je savais que j'allais le croiser descendant de son rendez-vous hebdomadaire avec Jérôme Lindon. Il m'avait repéré, il y avait des sourires. Je faisais ça, c'est tout. Est-ce que j'aurais serré la main? Mais j'aime pas. Est-ce que j'aurais parlé pour dire quoi? Et il m'arrivait de le suivre, boulevard Saint-Germain. Cette silhouette incroyable à la fin, ce pantalon de velours, et on voyait les os de la jambe quand il avançait, qui faisait cette maigreur. Pas grave, mais ce qui était tellement surprenant, c'est qu'il y avait cette espèce de bateau qui flottait là, plein boulevard Saint-Germain, et personne passait inaperçu. Ce qui, moi, me... Bon, là, je dévie. Il faut qu'on arrive à l'atelier d'écriture, non? Avec un ton accablé. Je n'ai d'ailleurs jamais rien approfondi. Je lui cache mon ébahissement. Un long silence. Je reprends. Oui, peut-être y avait-il une même façon de subir l'inintelligible. Ils sont en train de parler des mystiques, de Bernard de Clairvaux. Je déclare que j'ai trouvé dans son œuvre des passages qui ont le rythme, le souffle, le tranchant des meilleures pages de l'innommable. Il rit, franchement, m'arrête en m'assurant qu'il a des griefs contre lui. Je sais à quoi il fait allusion, je ris avec lui, nous revenons à son œuvre. Il reconnaît qu'il s'est de plus en plus effacé de ses textes. À la fin, on ne sait plus qui parle. Il y a une totale disparition du sujet. Alors, consigne atelier d'écriture, est-ce qu'il s'agit de la rencontre avec un grand écrivain? Alors là, vous vous pétez complètement la gueule. Non. Par contre, cette rencontre importante, lui, c'est quoi? C'est sur 15 ans, 4 fois, et ça a duré 1 heure. Comment a commencé le journal? Ce type avec qui il était à l'école, qui lui a choisi la carrière militaire, alors que Charles Juliet a fait cette démarche de s'en arracher en payant très cher, en le construisant par son silence. Le type est une épave, alors que lui, c'est quelqu'un qui va travailler avec Bram Van Velde, rencontrer Beckett, et 30 ans après nous laisse ce monument, j'allais dire non pas de littérature, mais d'humanité. Vous, c'est entre les deux. C'est pas une rencontre mièvre, c'est pas une rencontre banale. C'est pas ces petits croisements dans la foule qu'on a explorés avec David Foster Wallace. Peut-être c'est 2 fois, peut-être c'est 3 fois, peut-être c'est 1 seule fois il y a tellement longtemps. Mais vous vous en souvenez. Vous savez que cette rencontre, vous la portez avec vous pour ce qu'elle a transformé en vous. Vous avez le droit de vous écrire. Mais attention, peu, hein, vous faites confiance. Par contre, cette rencontre, vous allez la décortiquer. C'est-à-dire tout ce qui concerne, vous êtes quoi? Vous êtes une entité réceptive. Vous êtes une entité de mémoire. Vous captez. C'est intéressant de savoir comment vous êtes habillé, puis vous, s'il y a un petit bout de laine. Non. Par contre, cette personne que vous avez devant vous, bien, ce détail, il va compter. De même que le visage, de même que la façon dont il se tient, de même si vous marchez ensemble, de même que le décor, de même que la pièce, de même que l'air qu'on respire, ou la décoration, ou le bruit qui vient, tout ce contexte, toute la synesthésie de ce contexte environnant. Ça, vous allez l'écrire. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui ponctue? C'est-à-dire, vous avez ces blocs qui sont sur l'interlocuteur et sur ce qui entoure. C'est-à-dire, il y a la bulle, cette synesthésie dont je parle, ce qui environne, d'autres visages, du mobilier, ce tabouret face à ce petit canapé, ou la table de bistrot à la closerie des lilas, et puis ce type qui est à la perpendiculaire par rapport à vous. Donc ça, c'est le contexte, cette micro-bulle du contexte. Et ça, vous y allez. C'est des fragments, c'est pour ça... Pensez pas à la linéarité, ça, on est habitué entre nous maintenant. On fait des blocs d'écriture et c'est architecture de blocs. Et Proust, c'est pas conçu autrement. Et Balzac, c'est pas construit autrement. Et Stendhal, c'est pas conçu autrement. Il faut toujours apprendre à maîtriser la discontinuité pour fabriquer du continu qui avance. Mais ça, tout le temps, dans tous les cycles, on revient là-dessus et vous êtes habitué. Donc on se tracasse pas. Vous avez 5 lignes sur le contexte. Ok, 5 lignes sur le contexte. Il y a la parole, l'échange, tout ce qui passe dans le truc indirect. Parce que c'est l'énonciatif, le père, vous vous racontez votre vie, l'autre il vous écoute, il vous raconte son truc. Laissez ça tranquille. Mais c'est au truc indirect, ça va. Je lui dis que, il me répond que, je lui dis que, il me répond que. Et voilà, ça y est, c'est de la didascalie. Et puis paf, il y a la phrase.
Pas aujourd'hui, non. Oui, mais... Des fois, dans Charles Julier et Beckett, il y a juste ça. Et comme je m'apprête à poser une autre question, convaincu que la précédente a été perdue de vue, j'en parlais tout à l'heure, il constate, 2 points, je ne m'y sens plus chez moi. À quoi il fait référence? Moi je le sais puisque j'ai lu le paragraphe d'avant. Je ne m'y sens plus chez moi. Mais cette phrase-là, elle peut vous accompagner bien indépendamment du contexte. Et elle pose une voix, un rythme. Et donc, dialogue à un seul qui parle, ça va être quoi? C'est ça, pour ça que c'est dans ce cycle. Se séparer de la bulle du contexte de la synesthésie. Se séparer de pourquoi vous venez le voir, qu'est-ce que vous en retenez, ce que vous dites et ce qu'il dit. Et puis garder quoi? Le poser de la voix. On ira voir chez Duras bientôt, forcément aussi. Se poser glisser de la voix. Se poser glisser de la voix qui est juste dans le dialogue et dans ce qu'on va explorer bien plus loin du dialogue, parce que débarrassé de ces questions informatives, énonciatives. Et si on comprend ça, vous voyez, on prend une situation de rencontre, on la décale dans le rendu. C'est-à-dire le décalage, c'est que tout ce que vous dites vous, on s'en fout. Tout ce que va expliquer l'autre, on va le garder au style indirect. Mais ces petites choses orales qui vont signifier la sculpture, qui vont signifier la manière de l'être, qui vont signifier sa façon d'être, eh bien ça, on va le garder dans sa forme orale. C'est-à-dire qu'on aura sculpté ces petits énoncés d'une parfaite oralité, débarrassés de l'énonciation, débarrassés de l'information, et qui vont témoigner de l'importance qu'a eu cette rencontre d'une seule fois, ou cette suite de rencontres qui s'est étagée il y a très longtemps. Et je pense que Charles Julier ou pas Charles Julier, 1, c'est une technique décisive à avoir pour comprendre. 2, c'est une façon, nous, de pouvoir rejoindre les êtres dans leur pleine signification, même la pleine humilité d'une rencontre. Et dans cette pleine humilité, cette pleine singularité de la rencontre, précisément, pouvoir en faire. Qu'est-ce qu'il en fait, Charles Julier? Il en fait un livre. Et un livre, croyez-moi, entre Lambeau et le journal, on garde dans sa bibliothèque. Et paradoxalement, tout à l'heure, je regardais, il y a longtemps apparemment que j'ai perdu l'année de l'éveil et que je l'ai plus à la maison. Et précisément, qu'un livre puisse être fait, il faut avec ce presque rien. Mais ce presque rien, pour qu'il tienne, il faut qu'il soit juste. Alors à vous, la rencontre.